Bonjour, bienvenue sur Tao. Alors aujourd'hui on va parler d'une technique à utiliser pendant une tempête, c'est-à-dire la fuite. Alors pour cadrer les choses, qu'est-ce que j'appelle une tempête? J'appelle une tempête à partir du moment où vous allez naviguer par force 9, 10, etc. Donc force 9 c'est 41 à 47 nœuds de vent, force 10 c'est 48 à 55 nœuds de vent, plus les rafales, c'est-à-dire que si vous avez 50 nœuds de vent établis, ça veut dire que vous allez avoir des rafales à plus de 60 nœuds de vent. Une tempête, ça peut vous donner de la houle qui fait plus de 9 mètres, force 10, et 9 Beaufort, c'est de la houle de 7 à 10 mètres. Alors attention, c'est pas parce que sur le tableau de Beaufort, on vous donne de la houle de 7 à 10 mètres que vous allez avoir de la houle à 7 à 10 mètres. C'est pas une obligation, c'est une possibilité. Donc il y a plein de conditions où vous n'allez pas avoir une houle à 7 à 10 mètres. Si, par exemple, vous êtes sous le vent d'une côte, vous n'allez pas avoir 7 à 10 mètres. Parce que la houle, c'est en fonction du vent, mais c'est aussi en fonction d'autres facteurs. La distance de fetch qu'il y a eu, la force, depuis combien de temps cette tempête souffle. Il peut y avoir aussi d'autres tempêtes avant, enfin, etc. Voilà, il y a plein de facteurs en plus de la force du vent qui jouent sur la houle. Alors voilà, il y a pas mal de vidéos qu'on peut voir où des gens naviguent et vous disent ouais, on est en fuite là, une tempête, etc. Puis bon, en fait, il y a force 7, voilà, et on les voit avec un bout de grand voile et puis un bout de phoque. Alors, je ne cherche pas à dénigrer ce genre de vidéos, hein, moi je ne m'occupe pas trop de ce que font les autres. Là, je cadre les choses un peu, on va dire, de façon académique. Et puis, c'est pour bien vous faire comprendre. Donc, dans une tempête, on utilise des voiles de tempête. Ça veut dire qu'on n'est plus en train d'utiliser la grand voile. Ça veut dire aussi que quand on fait la fuite, c'est qu'on n'a plus d'autres solutions. On est donc dans une situation extrême. Or, quand vous naviguez avec un bout de grand voile et encore un bout un phoque de vent, vous n'êtes pas dans une solution extrême. Vous pouvez encore enlever la grand voile, vous pouvez encore réduire votre phoque. Voilà, donc ça c'est bien pour cadrer la chose. Alors, qu'est-ce qu'on utilise pour la fuite? On va utiliser typiquement un tourmentin, quoi. Donc le tourmentin s'envoie, soit vous avez, comme sur Tao, vous avez un été, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'enrouleur, il n'y a pas de problème, vous pouvez mettre votre tourmentin. Soit vous avez un enrouleur, dans le cas là il faut que vous ayez un été volant. Soit vous avez ce tourmentin qui se met sous forme de fourreau autour de l'enrouleur. Donc là, je signale, mais je ne peux pas vous dire ce que j'en pense réellement, parce que moi, j'ai jamais utilisé ce type de voile. On n'utilise pas, quand on est en fuite, une voile de cap ou une suédoise. Ces deux types de voiles, c'est plus adapté à la technique de la cape, et ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Alors, dans quelles conditions on se met en fuite? On se met en fuite dans des conditions de survie, car le vent devient trop violent pour continuer à faire votre route normalement. Mais vous avez des choix, soit vous pouvez être à la fuite, soit vous pouvez vous mettre en fuite, soit vous pouvez vous mettre à la cape. Comment allez-vous faire pour choisir entre ces deux solutions? Alors, ça serait quand même très long à expliquer ceci dans la vidéo serait vraiment extrêmement longue. Alors, pour ceux que ça intéresse beaucoup plus, je vous conseille ce livre d'Alain Gray, Gros temps, tactique et manœuvre, que j'ai déjà présenté plusieurs fois dans mes vidéos. Il y a au moins deux chapitres, je crois, sur la tactique à adopter dans du mauvais temps. Alors, pour quand même donner une explication, et vraiment en schématisant de façon importante, je vais prendre en considération trois choses, moi, sur Tao. Soit, avant d'être en fuite, avant que la tempête me frappe, j'étais dans une navigation au portant, c'est-à-dire j'étais entre le travers et le vent arrière. Et dans le cas-là, je vais préférer me mettre en fuite, puisque c'est ce qui se rapproche le plus de ma route normale. Soit j'étais entre le travers ou du près, ou pire, j'étais en train de tirer des bords, et là, je vais préférer me mettre à la cape. Mais ces deux choix, je les conteste, ou en tout cas je les mets en relation avec un troisième point, c'est la situation géographique et ma situation par rapport à la dépression. Donc il ne faut pas que ma solution simpliste, que je viens de vous dire avant en 2 points, me mette dans des plus mauvaises conditions, c'est-à-dire que
Par exemple, je ne vais pas me mettre en fuite si le cap que je vais faire en fuite va me rapprocher encore plus de la zone où il va y avoir plus de vent ou du centre, par exemple, de la dépression. Et puis, naturellement, il ne faut pas que ça m'approche d'une zone de danger, on va dire au fond, la côte, etc. Donc, voilà. Donc, un truc un peu de base, et puis après, je le mets en balance par rapport à la situation du moment, et surtout à ma situation par rapport à la dépression. Alors, quels sont les inconvénients de la fuite? Alors, j'en ai déjà un petit peu parlé juste avant. Premier inconvénient, c'est qu'il faut avoir de l'eau à courir. Il faut que vous ayez de l'eau devant vous. Il faut que vous prévoyez que vous allez aller peut-être beaucoup plus vite que ce que vous pensez, parce que souvent en plus le coup de vent il crée un courant de surface qui va d'autant plus vous pousser, et puis que le vent peut durer beaucoup plus longtemps que ce qui était prévu, même par une météo un peu fiable. Alors, l'autre gros inconvénient, c'est que quand vous êtes en fuite, sous tourmentin, ça veut dire que c'est impossible de faire demi-tour et de remonter au vent. Le tourmentin n'est pas du tout une voile qui est prévue pour ça. Et puis là, on est dans force 9 ou 10, donc on sait très bien qu'on ne remonte plus au vent, avec un bateau de croisière comme on a nous. Donc ça veut dire que quelqu'un qui tombe à la mer, c'est la pire chose qui puisse arriver pour lui, quoi. Il est mort. Donc ça veut dire que là, les consignes doivent être extrêmement strictes, les gens doivent être attachés, et si vous avez des balises personnelles pour aider à la récupération, comme une SARSAT personnelle et des AIS, là c'est le moment de la fixer sur l'équipier qui reste, qui va aller dehors. Et aussi, si vous avez des combinaisons de survie ou des choses comme ça, là c'est peut-être le moment de les préparer, voire de les enfiler, quoi. Là je vous renvoie vers ma vidéo sur la survie. Sur les combinaisons de survie, pardon. Il faut savoir que vous allez avoir le risque de chavirer, de vous mettre travers à la houle, de faire un départ au loft, de vous mettre travers à la houle, ou de faire un départ à la battée, puis de faire un départ au loft de l'autre côté, vous mettre travers à la houle, et d'être chaviré par la déferlante qui arrive. Ou vous avez la possibilité aussi de s'en-cire et puis de faire une culbute. Là aussi, je vous renvoie à mes vidéos que j'avais fait sur le comportement des bateaux dans la houle, où j'explique entre autres pourquoi un bateau il a tendance à faire des départs au loft, etc., etc. Les avantages de la fuite. Avantage, c'est que c'est une nette diminution du vent apparent. Donc si vous avez 55 nœuds de vent réel, que vous êtes en fuite et que vous faites 5-6 nœuds, vous allez avoir entre 49 et 50 nœuds de vent apparent. Donc c'est moins que le vent réel, donc c'est autant de ça d'efforts en moins à subir par votre gréement, les voiles, voilà. Vous allez avoir des impacts les impacts des déferlantes seront diminués, un moindre impact des déferlantes. C'est un peu le même concept que le vent, hein, comme vous avancez dans le sens de la déferlante, quand la déferlante va frapper, elle va avoir beaucoup moins de force et beaucoup moins de chances de vous créer des dégâts sur votre bateau. Donc, grosso modo, le gros avantage de la fuite, c'est que vous êtes dans le sens des éléments, donc tout devient moins violent. Voilà. Équipage. Alors, si tout à l'heure je vous ai dit que dans les inconvénients, qu'il y avait des équipages qui allaient trouver ça extrêmement stressant, la fuite parce que le bateau fait des surfs, etc., il y a d'autres équipages qui préfèrent la fuite parce que c'est une situation dynamique, c'est-à-dire que vous êtes en train de faire quelque chose, votre bateau continue à avancer, c'est bon pour le moral, quoi. Voilà. Vous n'êtes pas dans une situation attentiste. Donc là, ça dépend des équipages. Moi personnellement, je préfère être dans une situation dynamique que dans une situation attentiste. Alors, la mise en œuvre. Donc là, la mise en œuvre de la fuite. Premièrement, le cap. Donc, vous êtes en fuite, vous mettez, entre guillemets, en fuite vent arrière. Mais en fait, c'est pas vraiment du vent arrière. En fait, ça va dépendre des bateaux. Ça va dépendre du comportement de votre bateau. Nongtao, c'est un bateau par exemple qui navigue vraiment très très bien vent arrière, qui est très très stable de route vent arrière. Donc moi je ne vais pas hésiter, même en fuite, à me mettre très proche du vent arrière. Je vais être à 160, 170 degrés, 170 degrés du vent. Tabarly, lui, dans la longue route, ou dans le livre qu'il avait écrit avant, il explique que lui, c'était pas du tout ça, il se mettait plutôt 3/4. Donc on peut penser plutôt 150, 145. Voilà, donc ça va dépendre de votre bateau, de ses qualités de votre bateau, de votre aptitude à le barrer, etc. Alors, je coupe la vidéo parce que je m'aperçois au montage, j'ai oublié de préciser quelque chose.
c'est souvent plus intéressant d'être dans l'axe de la houle principale, plutôt que d'être en fait dans l'axe du vent, quoi. En fait, on essaye de trouver la solution entre le cap bien par rapport au vent et ce qui est le mieux par rapport à la houle. C'est ça le choix. Et c'est souvent un choix cornélien parce qu'on se retrouve assez vite souvent, par exemple particulièrement dans les mers du Sud, avec des houles croisées. Et je vous rappelle certaines vidéos de Tao. Donc au montage, là, je la mettrai peut-être, où on voit une vague, bon, on n'est pas dans des conditions de tempête, hein, moi je filme pas dans les conditions de tempête, mais on voit bien une vague qui tape l'arrière de Tao et qui vient quasiment à 90 par rapport aux autres. Et bien ça, si vous vous retrouvez dans des mers déferlantes et très méchantes, ben, c'est ça qui pose vraiment problème, quoi. Beaucoup plus en fait que le vent, quoi. Donc, sinon je vous rappelle l'homme à la mer, hein, que vous devez avoir pensé, hein, c'est bien dans la mise en œuvre. Autre mise en œuvre, il faut bien penser à tout fixer à l'intérieur, etc., puisque vous avez des risques de chavirage. Alors normalement vous l'avez fait avant, normalement tout est toujours fixé dans un bateau dès que vous êtes en train de faire de la navigation haute mer. Enfin là c'est quand même bien le moment de vérifier, d'avoir pas oublié quelque chose, etc., de tout fixer, et d'éviter que si y a un chavirage, quelqu'un se prenne un outil dans la figure, ou toute la vaisselle, etc., quoi. Alors, le problème de s'encire et de faire la culbute, ça j'en parlerai dans une autre vidéo, puisque je ferai une vidéo après sur l'utilisation de l'ancre flottante ou de traînard, et donc ce sera plutôt dans ce cadre-là que je parlerai du risque de s'encire et de faire une culbute. Alors, l'autre chose aussi, quand vous vous mettez en fuite, il va falloir aller à l'avant. Il va falloir installer et gréer votre tourmentin. Donc là, c'est bien, on aurait pu en parler dans les inconvénients, mais ça, en tout cas, ça c'est bien que vous soyez entraîné avant, quoi. C'est pas par force neuf que vous allez vous rendre compte que c'est quand même quelque peu difficile d'aller à l'avant, quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a certains youtubeurs qui disent que c'est totalement idiot de vouloir utiliser un tourmentin, que de toute façon c'est impossible d'aller l'installer à l'avant. Donc c'est peut-être vrai pour certains. Donc, si vous n'avez pas de tourmentin, si vous n'avez pas d'été volant, si vous n'avez pas de tourmentin fourreau, vous allez être obligé d'utiliser votre génois en rouleur. Là, je vous renvoie à ma vidéo que j'ai fait sur l'été volant, sur les inconvénients d'utiliser un enrouleur à la place d'un tourmentin. Hein, entre autres, le risque que la voile, que le vent se prenne dans l'enrouleur et commence à dérouler l'enrouleur, ou que ce soit à ce moment-là que l'enrouleur coince, qu'il ait n'importe quel problème et que vous vous retrouviez coincé avec votre enrouleur. Et puis, une voile sur un enrouleur, ce n'est pas une voile normalement suffisamment costaud pour résister à des vents comme ça. Vous risquez de l'abîmer beaucoup plus facilement. Vous augmentez vos chances de déchirer la voile. Voilà. Donc, c'est important de s'être entraîné avant, d'être capable d'aller changer des voiles d'avant. Faites-le quand il y a moins de vent, pour que le jour où il y aura du vent, que vous soyez capable. Je coupe à nouveau la vidéo, j'ai oublié de préciser. Si vous utilisez une trinquette, soit une trinquette endraillée, soit une trinquette sur enrouleur, et ben là aussi je vous envoie voir ma vidéo été volant sur voilier, vraie bonne idée, etc. Parce que là aussi j'en parlais, donc je ne vais pas revenir dessus, mais voilà, ça peut être une très très bonne solution. Voilà, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo qui sera complémentaire à celle-ci. Alors, maintenant, vraiment, la technique de la fuite, c'est quoi? C'est qu'il faut aller suffisamment vite, tout en allant pas trop vite. Alors là, je vous passe un extrait d'une interview d'Éric Tabarly. Pour être bien dans ces mers-là, il faut quand même aller assez vite pour que le bateau réponde bien à la barre. Quand on est rattrapé par une vague, bon, le bateau prend de l'élan dessus. Mais après, une fois que la vague est passée, il ralentit énormément. Donc si on n'a pas de toile, le ralentissement va être d'autant plus fort. À ce moment-là, la vague suivante prend le bateau un petit peu par la hanche, elle va tendre à le faire tourner. Si à ce moment-là, le safran n'est pas assez efficace pour empêcher ce mouvement, le bateau il se retrouve roulé. Donc là, la vitesse est un facteur de sécurité. Donc là, je pense que le message, il est assez clair. Il faut aller suffisamment vite, parce que si vous n'allez pas assez vite, vous allez être le jouet, entre guillemets, des vagues, qui va vous envoyer au lof, et là, vous allez avoir l'impact de la vague, de la déferlante qui va arriver, qui risque de coucher votre bateau, et de faire des dégâts sur le pont.
Alors, et pourquoi il ne faut pas aller trop vite? C'est parce que sur nos bateaux de plaisance, hein, on n'est pas sur des bateaux de course, on n'est pas sur des 60 pieds open qui sont capables, quand ils font des accélérations, carrément de partir au planning on va dire, de s'affranchir un peu des conditions normales de navigation, puisqu'ils se comportent plus comme une planche à voile ou un bateau à moteur. Nous, nos voiliers, ils sont limités par leur carène, c'est-à-dire leur vitesse maximum, c'est en fonction de la longueur du bateau. Et donc, dès quand vous approchez de ces vitesses maximum, votre bateau devient quand même un petit peu instable de route. Donc c'est pour ça qu'il faut aller vite, mais pas aller trop vite, ne pas essayer de dépasser les limites du bateau. Donc moi sur Tao, en fait, c'est pas quand je suis à la fuite que je fais les meilleurs temps, parce que j'essaye globalement de rester entre 5 nœuds et demi et 6 nœuds 2. Je sais que si je commence à monter à plus de 6 nœuds et demi et 7 nœuds, le bateau il commence à être beaucoup plus difficile à barrer, quoi. Alors, qu'est-ce qui rend, quand le bateau va vite, qu'est-ce qui rend aussi, enfin, pas spécialement quand il va vite, mais enfin, qu'est-ce qui rend quand votre bateau est en fuite, qu'est-ce qui rend difficile de barrer, quoi. Ce qui va rendre difficile de barrer, bah, là aussi je vais les expliquer dans la vidéo que j'ai fait sur la houle, que je vous conseille vraiment donc d'aller voir. Mais pour rapidement, déjà il y a des moments où votre safran il va avoir des pertes d'efficacité. Quand il va se retrouver à des moments dans la vague où il est dans l'écume, etc., il perd de son efficacité. Il va perdre de son efficacité aussi au moment où le bateau va se retrouver comme ça et la houle va passer derrière. Il y a des fois une bout du safran qui va sortir, carrément plus dans l'eau, il perd de son efficacité. Il y a des moments aussi où, je vous rappelle, hein, une vague, c'est pas un tapis roulant qui comme un aéroport, hein, qui est toujours dans le même sens. Il y a des inversions dans la pente d'une vague, donc vers le bas de la vague. Les filets d'eau vont vers le haut de la vague, et dans le haut de la vague, les filets d'eau vont vers le bas. Donc vous pouvez retrouver, suivant la taille de la vague, etc., et la taille de votre bateau, dans l'avant de votre bateau qui est dans des filets d'eau qui vont vers l'arrière de ce bateau, et l'arrière de votre bateau, il peut se trouver dans des filets d'eau qui vont vers l'avant. Donc l'avant, il accélère, et l'arrière, lui, il a tendance à freiner, puisque l'arrière, il accélère, et l'avant, il a tendance à freiner, puisque les filets d'eau vont dans l'autre sens. Hein, le tapis roulant est inversé. Et donc là, c'est toujours pareil, hein, c'est comme dans un vélo. Hein, si vous freinez de la roue avant, et ben, ça a tendance à pivoter, et puis ben là, effet de giration. Croche-pied, effet de giration qui fait que le bateau a tendance à se coucher, croche-pied de la quille qui a tendance à faire coucher le bateau, couple de chavirage, hein, la quille qui crée une force comme ça, les voiles qui créent une force comme ça, chavirage, et en plus naturellement augmentation du vent apparent, hein, tout d'un coup là vous étiez à 50 nœuds là, hein, parce que vous étiez à 5 nœuds, mais là vous reprenez 55, 56, etc. Donc boum, quoi. Voilà. Tout ça, je l'avais déjà développé dans la vidéo sur les capacités d'un bateau dans la houle, le comportement des bateaux dans la houle, donc je vous conseille vraiment d'aller voir cette vidéo. Sinon, je vous rappelle aussi que l'efficacité d'un safran, elle dépend du carré de la vitesse. C'est comme la quille. Hein. L'efficacité du safran, c'est le carré de la vitesse, hein, dans son calcul. Donc c'est pour ça que Tabarly dit qu'il faut être assez vite pour que le safran soit efficace. Parce que c'est la vitesse qui donne l'efficacité au safran. Alors, sinon, le tourmentin, comment vous allez le griller? Alors là, il y a pas mal d'écoles. Alors moi, la dernière fois que je l'ai utilisé, eh ben, mon tourmentin, je l'ai mis sur le tangon. Donc j'étais déjà au portant quand le coup de vent, quand le mauvais temps est arrivé, hein, c'était à la sortie du T3 de Magellan en remontant vers le nord, quoi. Et j'étais déjà sous phoque tangonné, donc en fait, ben, le tourmentin, je l'ai mis aussi sur le tangon. Sauf que si mon tangon il était grand comme ça, vous ne pouvez pas mettre le tourmentin tout au bout du tangon. Donc moi j'ai des moyens de mettre mes voiles, de choisir la distance, et je le mets naturellement avec un aval tout rond, là, comme ça, là, que j'ai fixé ici, que je peux déplacer le long de mon tangon. Donc mon tourmentin, je le mets vers le milieu de mon tangon. Parce que sinon, le tourmentin c'est petit, il n'ira jamais au bout du tangon, quoi. Alors moi j'ai trouvé ça pas mal, parce que comme moi je navigue relativement très proche, comme je vous disais, du vent arrière, à des moments, bon, bah, parce que le bateau il zigzague un petit peu,
à des moments, le bateau il va passer sur la fausse panne, il va même empanner, quoi. Mais quand la voile est tangonnée, surtout très bien tangonnée comme ça, vraiment, complètement vers l'avant, ça peut supporter 5-6 degrés d'empannage sans que le tourmentin il se mette à contre, quoi. Voilà. Donc ça, j'aime bien cette méthode-là. Je coupe à nouveau la vidéo au montage. J'ai oublié de dire l'inconvénient de ma technique du tourmentin qui est tangonné. C'est que si vous faites un départ au lof, le tangon va aller percuter l'eau, hein, surtout si vous couchez le bateau, et ça peut vous occasionner des dégâts d'engréement. Donc c'est de ce point de vue-là, quoi, voilà, je sais pas si ce serait une technique que j'utiliserais en permanence. Voilà, là, ça s'est trouvé le jour-là que c'était bien, ça se passait bien, j'avais pas l'impression que j'allais partir au tapis, j'ai continué. Dans d'autres conditions, j'aurais peut-être pas obligatoirement fait la même chose. Il y en a d'autres qui mettent le tourmentin dans l'axe. C'est un petit peu la photo que je vous avais montrée tout à l'heure. Donc, les deux points d'écoute, les deux écoutes de chaque côté sont renvoyées sur le pont. Donc moi j'ai mis sur Taho des pontées exprès pour ça, que c'est bien à l'intérieur des haubans, etc. Et le but est que le tourmentin soit bordé dans l'axe. Et là vous faites du vent arrière. Donc l'idée c'est, alors on va reprendre ça, hein, vous imaginez la petite voile d'avant, c'est le tourmentin, il est en fuite, il se met à lofer vers le côté là. Bah là le vent il va appuyer et il va le ramener. Il part de l'autre côté, le vent va appuyer ici et va le ramener, parce que la voile est totalement dans l'axe. Alors naturellement, vous allez me dire, elle a l'inconvénient, là, parce que le bateau il va zigzaguer de chaque côté du vent arrière, elle a l'inconvénient qu'à chaque fois il va empanner. Mais théoriquement, il est tellement bordé à plat que normalement, c'est pas violent. Il y a ceux qui mettent le tourmentin, tout simplement, comme si je puis dire, libre, enfin, c'est-à-dire ils le créent comme un phoque normal. Moi ça j'avais déjà fait ça sur le sélection, j'ai vraiment pas aimé ça, parce que donc vous en servez comme un phoque normal, hein, donc il est un peu choqué et puis voilà, il est sur une amure et là à chaque fois que vous empannez la voile qui claque, etc. C'est extrêmement violent, c'est violent pour le gréement, c'est violent pour la voile et tout. Si le coup de vent dure très longtemps, même un tourmentin, vous commencez à vous demander si vous n'allez pas le déchirer. Et puis là, quand même, bonjour les à-coups que vous mettez dans le gréement, c'est quand même pas trop génial, quoi. Voilà. Alors, pour finir, quelles sont les qualités qu'un bateau il doit avoir pour être à l'aise en fuite? Et ben, ces qualités, là aussi, j'en parlais dans ma vidéo sur la houle, c'est des qualités de bateau portant, quoi. Pour moi, une des choses les plus importantes dans un bateau de voyage, une des qualités primordiales que devrait favoriser tout architecte, et malheureusement c'est rarement mis en premier dans le cahier des charges, c'est d'avoir une stabilité de route, entre autres au portant. Au près, c'est toujours facile d'obtenir une bonne stabilité de route. Mais au portant. Et pourquoi? Entre autres parce que quand vous êtes en fuite, il est important de rester sur votre cap et de ne pas faire un départ au lof ou un départ à l'abatté qui, comme je vous dis, vous risquez d'être roulé par la vague. Voilà, donc c'est bien d'avoir un bateau qui est stable au portant, et c'est bien d'avoir un bateau qui est équipé d'un bon organe de direction, c'est-à-dire un pilote électrique de très bonne qualité ou un régulateur d'allure. Alors moi, en fuite, dans du mauvais temps, c'est obligatoire le régulateur d'allure, je n'ai aucunement confiance dans un pilote électrique. Après ça, chacun fait un petit peu comme il veut. Moi, il y a d'autres choses que je fais sur Taho. J'évite en règle générale d'être à l'extérieur du bateau dès qu'il y a du mauvais temps, a fortiori encore plus si je suis en fuite. Être à l'extérieur du bateau, c'est le risque de tomber par-dessus bord, c'est le risque si c'est le moment-là que le bateau il se couche, vous aussi, là aussi de gicler par-dessus bord ou de faire une chute violente, etc. Je suis donc en général à l'intérieur du bateau, je ne sors que pour faire la manœuvre, je suis surveillé régulièrement, mais sinon je suis à l'intérieur du bateau, je suis dans la banette, parce que c'est là que je risque le moins de voltiger et de me fracturer quelque chose. Et j'essaye de gérer la cuisine au mieux. Hein, donc si j'ai prévu qu'il va y avoir un coup de vent, j'ai essayé de cuisiner avant pour avoir déjà un peu tout prêt. Sinon là, à ce moment-là, je fais relativement une cuisine le plus simple possible. Par exemple, je suis totalement opposé à ceux qui disent oh, bah là il y a du mauvais temps, on ne peut plus manger, qui bouffent comme ça un truc dégueulasse, 3 biscuits, etc. Non, non, moi j'essaye toujours de me restaurer. J'essaye que le bonhomme il reste en forme. Donc je gère mon sommeil, je gère mon alimentation.
même si c'est bouffer 500 grammes de pain parce que je ne peux plus vraiment cuisiner, mais je mange, quoi, voilà, quoi. Et je mange à satiété, et j'essaye de manger bien, quoi. Voilà, mais moi, j'ai jamais connu de conditions où j'ai pas réussi à cuire un petit quelque chose, quoi, voilà, quoi. À réchauffer un petit quelque chose, quoi. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, be safe à vous, au revoir.